Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent en présentiel ou à distance. Je m'appelle Douglas Rocha, je suis chercheur doctorant à l'USD pour les questions nucléaires, de dissuasion, de non-prolifération, de maîtrise des armements. Et cette année, j'ai la satisfaction d'organiser une nouvelle édition du séminaire de recherche USD, les enjeux théoriques comparés des stratégies nucléaires. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du programme de recherche de l'USD intitulé L'interconnexion des capacités stratégiques hautes, qui est financé par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Les séances du séminaire ont pour objectif d'analyser les enjeux contemporains de l'ordre nucléaire, notamment l'interconnexion entre les capacités atomiques et les autres capacités stratégiques hautes, comme la puissance aérienne, l'espace, l'antibalistique et le cyber. Il s'agit donc d'un séminaire à destination des doctorants, des jeunes chercheurs et des étudiants, afin de mettre en avant leurs recherches sur la thématique. Pour la première séance d'introduction de ce séminaire, nous accueillons ce soir le professeur Olivier Zajek, professeur des universités en sciences politiques à l'Université Lyon 3 et directeur de l'USD. Sa présentation intitulée « L'état de l'ordre nucléaire en 2022 et le tournant ukrainien » abordera les conséquences stratégiques du conflit ukrainien dans l'ordre nucléaire mondial. À la suite de sa présentation, nous passerons aux questions et au débat. Donc, pour ceux qui sont connectés en ligne, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et des questions dans le chat. Je souhaite à tous une bonne séance et je passe la parole à M. Zajek. Merci beaucoup, Douglas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à ceux qui sont courageusement venus en présentiel, qui ont réussi à trouver la salle, c'était extrêmement facile, et puis bien sûr à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Comme le disait Douglas, cette première séance est une séance introductive à ce séminaire, qui est un séminaire doctoral, un séminaire de recherche, et qui, dans le domaine nucléaire, effectivement, se place dans un programme de recherche plus large, l'interconnexion des capacités stratégiques hautes. Il s'agit de faire la part des choses et d'articuler les aspects théoriques, les aspects opérationnels également, et les aspects qui sont ceux de l'actualité des relations internationales. On l'a sous les yeux avec l'Ukraine. Cette communication introductive va essayer de faire le lien entre les enjeux qui sont ceux de la crise ukrainienne et puis des modèles, des cadres d'analyse, des possibilités, on va dire en termes heuristiques, qui nous sont offertes par la théorie des relations internationales en particulier, et on se demandera en quoi ça peut nous aider à comprendre mieux le conflit ukrainien dans sa dimension nucléaire, en quoi aussi ça peut ouvrir des pistes de recherche pour des mémoires, pour des thèses et pour des discussions, beaucoup plus simplement, sur ces questions-là, dans le domaine universitaire, dans le cadre universitaire, et puis au-delà. Je vais donc traiter de l'état de l'ordre nucléaire en 2022, du tournant ukrainien, et de cette articulation avec la théorie. Ce que je vais dire ce soir s'inscrit dans une séquence assez longue sur le sujet, puisque j'ai publié un article sur le sujet en avril 2022 dans le Monde diplomatique. Ça a été suivi par un certain nombre de séances de séminaires ou d'interventions dans divers lieux, dont la semaine dernière, une intervention dans le cadre d'une audition à la Commission de défense de l'Assemblée nationale sur cette question. Donc, ce soir, je vais revenir sur un certain nombre de points que j'avais abordés dans le cadre de ces auditions, de ces interventions, de ces articles, et puis je vais essayer d'aller plus loin et de donner davantage de détails. Le but, c'est bien sûr une discussion dans un cadre doctoral, mais ce qui ne veut pas dire que je vais forcément et en permanence utiliser des mots de plus de 4 syllabes,
D'accord ? Le but, c'est aussi que ça soit intéressant pour tout le monde, en dehors même du cercle étroit des chercheurs. Donc, oui. Il faut brancher le HDMI, projeter votre diapo. Oh, d'accord. Et je peux prendre je peux prendre le contrôle sur les diapos ? Non, c'est juste pour diffuser à côté. D'accord. Ah oui, pour les en présentiel. Donc, voilà, ça devrait aller. Je vous mets en... 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 Allez. Restez sur celui-là. M'en voudrez pas, je serai très expressif, vous verrez, vous embêterez pas. C'est bon? Ok, bon, désolé, petit problème technique. Je commencerai donc par une petite citation qui nous emmène assez loin dans le temps et dans l'espace de l'Ukraine. Longtemps, nous n'avons point compris la révolution, nous sommes les témoins. Longtemps, nous l'avons prise pour un événement. Nous étions dans l'erreur, c'est une époque, et malheur aux générations qui assistent aux époques du monde. C'est dans une lettre du printemps 1794, adressée à la marquise de Costa, que le philosophe Joseph de Maistre, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici, fait la part de la conjoncture et de la structure pour apprécier l'ampleur et les conséquences du bouleversement de 1789, évidemment. Cette dichotomie, les époques et les événements, elle est devenue classique et elle permet d'introduire une nuance bienvenue dès qu'il s'agit de juger de la portée de ce que nous appelons en relations internationales, mais pas seulement, une rupture. Un mot dont on abuse beaucoup en relations internationales, en politique, et en politique interne comme en politique externe. Et cette dichotomie trouve à s'appliquer utilement à d'autres ruptures politiques, stratégiques, historiquement postérieures au temps dans lequel agissait et pensait de Maistre. Et c'est le cas, me semble-t-il, de la dimension atomique de la guerre d'Ukraine. Parce qu'à première vue, si on regarde les choses, le nouveau rapport de force atomique qui retient actuellement l'attention des analystes semble dériver d'un événement, l'attaque russe du 24 février 2022, auquel il serait étroitement corrélé. Effectivement, la guerre d'Ukraine, vous le savez tous, présente une accélération inédite en termes de signalement nucléaire et elle donne à voir des stratégies d'action et de dissuasion qui s'imbriquent désormais de manière plus étroite, plus intime et plus instable. Je rappellerai ici le constat, j'ai rappelé lors de l'audition de la semaine dernière, que faisait il y a peu de temps William Hannigan, qui est analyste de défense au magazine Time. Lancer une frappe nucléaire, un fait jusqu'ici impensable dans le cadre d'un conflit moderne, semble devenir de plus en plus envisageable au fur et à mesure que l'année 2022 avance. Effectivement, le jour même du déclenchement de l'opération spéciale russe, Vladimir Poutine s'exprimait de la manière suivante: celui qui tentera de nous gêner, de créer des menaces pour notre pays, notre peuple, doit savoir que la réponse russe sera immédiate. Et il parlait, vous vous en souvenez, de conséquences telles que vous n'en avez jamais connues dans votre histoire. Quelle que soit la façon dont les événements se déroulent, finissait-il, nous sommes prêts. Alors évidemment, je le dis à chaque fois, il faut souligner la dimension de chantage de ce discours. Souligner également l'influence qui est attendue, et les choses sont calibrées pour ça. L'influence qui en est attendue sur des opinions occidentales inquiète de la possibilité d'une escalade nucléaire incontrôlée. Mais il serait à la fois incomplet et irresponsable, me semble-t-il, de réduire ce type de signalement à ces dimensions
hein, l'influence attendue sur la profondeur de l'opinion occidentale, d'une part, la dimension de chantage, c'est important. Mais réduire ces signalements à ces simples dimensions que j'appellerais dimensions secondes serait eh bien, se restreindre à une analyse incomplète. On a bien là ce qu'on peut appeler un usage de crise de la grammaire nucléaire qui est émis par une puissance dotée, délibérément engagée dans une opération militaire massive et aux abords de son sanctuaire national. Les trois critères, les 3 points ici n'étant neutres ni les uns ni les autres. Les observateurs donc du conflit ukrainien, je répète ici les 2 concepts dont je parlais également à l'audition, les observateurs dont nous sommes, évidemment, dont vous êtes, que vous soyez d'ailleurs doctorant, engagé dans une démarche de thèse, une démarche explicative ou interprétative des relations internationales, dans une dimension nucléaire ou pas d'ailleurs. Et les observateurs que nous sommes tous donc, doivent prendre en compte 2 dimensions à partir de ce moment-là. D'une part, ce qu'on peut appeler le face-à-face conventionnel entre les belligérants, et d'autre part, le tête-à-tête déclaratoire qui l'accompagne sur le plan non conventionnel, c'est-à-dire atomique. Un face-à-face et un tête-à-tête. Le face-à-face, c'est la dimension de la force. Elle peut être appréciée de manière quantitative. Le tête-à-tête, c'est une dimension qualitative, celle du déclaratoire, du discursif, dans lequel on retrouve la manière dont se donne à voir et se déploie la puissance. La force est quantitative, la puissance est qualitative. Ceux qui suivent mes cours depuis quelques années à Lyon 3, vous savez que je me répète beaucoup là-dessus, mais il me semble que c'est indispensable parce que c'est central. Confondre les deux dans les relations internationales, on le retrouve dans le commentaire journalistique, souvent chez certains experts, entre guillemets, force, puissance, violence, hein, confondues dans le commentaire, dans les articles, etc. Or, ce sont 3 choses complètement différentes. Il me semble qu'on erre véritablement quand on les confond, on continue à les confondre dans un commentaire de relations internationales. Mais c'est grave, me semble-t-il, surtout pour des politistes. Et on se place maintenant, non pas du point de vue événementiel, donc conjoncturel, mais du point de vue structurel qu'évoque de Maistre avec ce concept d'époque. Eh bien, il apparaît que le changement de degré d'intromission, soi-disant nouveau, entre les forces conventionnelles et l'arsenal atomique, était en réalité en germe antérieurement au 24 février 2022. Et la cristallisation nucléaire que donne à voir la guerre actuelle, en fait, a mis une décennie à s'opérer, et il est bien certain qu'on ne peut pas la comprendre sans comprendre que le joueur, guillemets, russe, n'est pas le seul à devoir être pris en compte pour comprendre les étapes de formalisation de cette cristallisation. Lorsque de Maistre évoque les époques dans cette lettre de 1794, il parle des époques. Il les caractérise par, je le cite, des actions suspendues, des causes paralysées, des effets nouveaux. C'est très exactement cela dans ce qui nous concerne. Donc, pour saisir l'ensemble des enjeux relatifs à la dimension atomique de la guerre actuelle, il est nécessaire de commencer par enchasser analytiquement la guerre d'Ukraine proprement dite, c'est-à-dire le conflit armé conventionnel qui oppose directement Kiev et Moscou depuis le 24 février, à l'intérieur d'un cadre politique et stratégique beaucoup plus large, celui de la crise ukrainienne, la guerre d'Ukraine, la crise ukrainienne. Et la crise ukrainienne, elle, a des racines anciennes, elle prend un tour décisif en réalité en 2013, à partir des événements de Maïdan qui conduisent à la fuite du président Yanukovych, puis à l'annexion de la Crimée, à la révolte sécessionniste du Donbass, puis à la guerre civile du même nom, qui va faire près de 13 000 victimes, je le rappelle, hein, de 2014 à 2022. Or, dès le mois d'août 2014, la crise internationale d'Ukraine comporte une dimension atomique intrinsèque. Elle ne commence pas le 24 février, encore une fois, et elle comporte cette dimension à partir du moment où Vladimir Poutine décide d'associer l'annexion de la Crimée à un premier signalement nucléaire en bonne et due forme. Les conséquences de cette sanctuarisation agressive, pour reprendre un concept français, puisque c'est celui de Jean-Louis Gergorin, qui était à l'époque, lorsqu'il le formule, me semble-t-il, au Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, les conséquences de cette sanctuarisation agressive vont être extrêmement profondes. Et à partir de ce moment-là, on va voir tous les éléments de la mécanique, on va dire, la mécanique d'intromission conventionnelle, non conventionnelle, se mettre en place
et aboutir à une remise en cause profonde des principes et des procédés qui jusque-là régissaient l'ordre nucléaire international. Ça prend la forme, en particulier, d'un profond bouleversement conceptuel des postures nucléaires des grandes puissances dotées, qui va culminer en 2018 avec la publication de la Nuclear Posture Review de l'administration Trump, dont je reparlerai dans un instant. Et à partir de ce moment-là, dans cette séquence qui commence en 2013-2014, qui va voir une accélération sur le plan à la fois opérationnel et doctrinal en 2018 et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui dans cette montée aux extrêmes potentiels qui est celle de 2022, eh bien, la guerre d'Ukraine va devenir tout à la fois le révélateur et le banc de test de ce bouleversement de la grammaire nucléaire, en illustrant les enjeux qui découlent désormais de ce qu'on peut appeler un abaissement consenti par certains, pour des raisons sur lesquelles on va se pencher, un abaissement consenti de la voûte nucléaire. Bien, dans le cadre de cette communication, donc, je vais m'attacher à dresser un tableau synthétique des conséquences de cette cristallisation accélérée, de cette intromission nouvelle, de ce bouleversement relatif, mais me semble-t-il profond, de la grammaire nucléaire. Je procéderai de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, je m'intéresserai à la relation, et ici, je partirai du point de vue théorique, entre le phénomène guerrier et la notion d'incertitude, avec quelques notations théoriques dans le domaine des relations internationales. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai et on regardera ensemble quelques aspects déclaratoires atomiques dans la crise puis la guerre ukrainienne. Dans un troisième temps, je détaillerai le lien entre les opérations conventionnelles, la dissuasion conventionnelle et la dissuasion nucléaire en Ukraine aujourd'hui, en remettant en perspective cette dimension, ce troisième point, par rapport à certaines leçons théoriques, en particulier celle du réalisme défensif en relations internationales. Et enfin, je conclurai, et on ouvrira la discussion, si vous voulez bien, sur la manière dont la dimension atomique de la guerre d'Ukraine influe sur l'évolution potentielle de l'ordre international à l'horizon 2025. Premier point, le phénomène guerrier et la notion d'incertitude. Vous savez que c'est important pour les chercheurs qui participent à ce séminaire. Dans la branche de la science politique que sont les relations internationales, vous savez que la manière dont la paix est engendrée par la guerre a été approchée suivant des angles extrêmement divers, au travers d'un nombre conséquent d'études, de travaux, de recherches. Il serait trop long de faire évidemment la liste ici de ces travaux. Mais l'alternance entre la discorde et la collaboration entre groupements humains, que ces groupements soient organisés ou non sous forme étatique, constitue en fait le fond même de la réflexion sur le fait politique. Les relations internationales s'intéressent donc de longue date à cet oxymore apparent que représente le dialogue conflictuel. Dialogue conflictuel. Ça peut paraître paradoxal. Et c'est justement ce que contient en germe ce paradoxe en termes de compréhension et d'élucidation du caractère, si vous voulez, potentiellement oppositionnel, négatif des relations internationales. C'est justement ce paradoxe qui est intéressant à observer et à comprendre pour essayer de mieux saisir la manière dont la société internationale est partagée à part égale entre une arène interétatique et une agora internationale, c'est-à-dire entre précisément le conflit potentiel ou actualisé et la coopération et le dialogue permanent. Un certain nombre de théoriciens, Robert Jervis par exemple, en exploitant la notion d'image, ont insisté de manière pionnière dans les années 70 sur la notion de réciprocité de ce point de vue-là, sur l'importance des malentendus constitutifs de tout affrontement en établissant, c'est le cas de Jervis, dès 1976, une théorie de la dissonance cognitive très utile pour penser plus profondément la possibilité de la coopération malgré les dynamiques potentiellement négatives
du dilemme de sécurité, un concept sur lequel je vais revenir dans un instant. Je renvoie évidemment ici à l'article central de Jervis, Cooperation Under the Security Dilemma, publié dans World Politics. Sous un angle socio-psychologique, ces avancées des années 70 ont pu être prolongées par des études dites interactionnelles, celles d'Herbert Kellman, par exemple, K-E-L-M-A-N, qui sont sans doute moins connues, théories établies sous un angle socio-psychologique que Kellman applique en particulier au conflit israélo-palestinien. D'autres chercheurs ont avancé sur cette voie. Ils ont tous creusé en fait une voie qui avait été ouverte en 1984 par Robert Axelrod avec sa théorie du comportement coopératif. Et puis les écoles les plus récentes dans les relations internationales, par exemple l'école constructiviste, s'est attachée à explorer les facettes subjectives des rapports de coopération compétitive entre acteurs de l'anarchie internationale. Mais malgré tous ces travaux, il semble que les relations internationales aient davantage insisté sur les représentations dialogiques qui précèdent et qui suivent les conflits, c'est-à-dire les causes des guerres, les logiques d'évitement, la restauration de la paix, la non-reconduction de la guerre. Ils ont davantage insisté sur ces dimensions qui précèdent et qui suivent les conflits, plutôt que sur l'interaction générée par la lutte elle-même, a fortiori lorsqu'elle est armée. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit actuellement dans la guerre d'Ukraine. Comment, à partir de la matrice de la guerre, parvient-on à une paix négociée qui sera garante d'un nouvel équilibre stable et, on l'espère, assez pérenne dans les relations internationales? Comment la paix est-elle engendrée dans la matrice de la guerre? Là, on est au cœur du paradoxe. Comment passe-t-on du négatif au positif? Les études dérivées de la théorie des jeux ont, c'est vrai, généré des travaux extrêmement importants consacrés à ces transactions conflictuelles, exprimées en termes de calcul coût-bénéfice et de choix rationnels. Mais, dans la plupart des cas, vous connaissez un certain nombre d'auteurs dans ce domaine-là, Thomas Schelling en particulier, sans parler des mathématiciens qui ont joué un rôle important dans la transposition de ces matrices de choix, d'analyse, Nash évidemment, mais von Neumann également, Morgenstern, etc., dans les relations internationales. Le problème, c'est que, en plus d'avoir été développé dans une période bipolaire, celle de la guerre froide, quand même extrêmement spécifique, ces approches par jeu dépendent de critères restrictifs qui reposent sur un choix rationnel. C'est-à-dire, vous en avez les éléments constitutifs, je pense, ici, et pour ceux qui sont en présentiel, je les liste, c'est-à-dire la description des acteurs dans une situation donnée, les actions possibles de ces acteurs et les conséquences potentielles qui leur sont liées, les fonctions, troisièmement, d'utilité des acteurs, ce qui implique une fonction d'utilité relative associée à chaque conséquence potentielle, et enfin, quatrièmement, ce que chaque acteur sait et ne sait pas à propos d'une situation donnée. Bon, ça, ce sont des critères qui renvoient justement à cette analyse systémique, également à la plupart des matrices issues de la théorie des jeux. Le problème, c'est que il s'agit ici d'une typologie décisionnelle, ou bien, pour le dire plus simplement, d'une méthodologie d'action instrumentale plutôt que d'une théorie. Or, et vous l'avez à distance ici, dans un livre relativement récent que je vous recommande, qui est paru en 2013, de Bernd Braumöller, intitulé « The Great Powers and the International System, Systemic Theory in Empirical Perspective », Braumöller rappelle quelque chose, à mon avis, de central et d'intéressant, je le cite, « La théorie des choix rationnels, en fait, n'est d'aucune utilité inhérente pour spécifier en quoi consistera chacun de ces éléments, les éléments que je viens de vous citer. De la même façon que les méthodes statistiques, à l'instar de la régression linéaire, ne sont d'aucune aide pour spécifier quelles variables devraient être incluses dans un test. Parce que dans les deux cas, en fait, c'est à une théorie de le faire. Ce n'est pas un calcul, je répète souvent, mais je le fais à nouveau dans le cadre du sujet qui nous occupe ici. La guerre n'est pas une équation qu'il s'agit de résoudre,
c'est une tragédie qu'il faut affronter. Et donc, effectivement, ici, les théories du choix rationnel, les matrices systémiques, la théorie des jeux, butent sur, finalement, tout un ensemble de dimensions, de critères, tout un monde, si vous voulez, qui va être lié davantage à une logique, disons, non instrumentale, car informelle, et eh bien, dont si vous voulez, la non prise en compte peut impacter négativement le degré de compréhension que l'on peut avoir d'une crise internationale donnée. La principale exception à cette limitation, disons, inhérente à la théorie des jeux, aux matrices systémiques et à une approche par le choix rationnel, ce sont les théories, pour ceux peut-être qui n'ont pas conscience de l'existence de ces théories, en particulier dans le cadre de ce séminaire, en particulier les doctorants, notez-le bien. La seule exception un peu intéressante, ce sont ce qu'on appelle les théories de la sortie endogène du conflit armé. Les théories de la sortie endogène du conflit armé. Ces théories-là, elles s'intéressent aux sorties d'affrontements générées par l'alchimie intime du duel guerrier. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment passe-t-on du positif au négatif? Comment engendre-t-on la paix dans la matrice de la guerre? Les théories postulent, en gros, que la durée, le résultat de l'affrontement guerrier, question pour nous tous, va-t-on sortir d'une logique d'escalade incontrôlée en Ukraine, premièrement, et deux, quand est-ce que la guerre va s'arrêter? Et avec quel résultat? Donc, ce questionnement, c'est celui des théories justement de la sortie endogène du conflit armé, qui postulent que la durée et le résultat de l'affrontement guerrier sont étroitement liés à la volonté de faire des concessions par rapport aux objectifs de départ. Volonté qui est elle-même conditionnée à divers degrés, suivant les auteurs, Goemans, Slantchev, etc., peu importe, volonté qui est elle-même conditionnée à divers degrés par les modalités militaires du combat. Cet agenda de recherche, qui est extrêmement prometteur, si on prend un peu de recul, cependant, n'est que, lui aussi, même s'il est très intéressant, qu'un approfondissement décentré de ce qu'un certain nombre de théoriciens issus de disciplines diverses ont suggéré depuis longtemps en réalité, à savoir que l'affrontement militaire, par lui-même, et non de manière incidente, est un mécanisme de négociation. Ce que j'appellerais les promesses heuristiques de ces théories de la sortie endogène du conflit armé sont effectivement intéressantes. Néanmoins, ces théories, bien qu'elles... Les auteurs de ces théories font souvent référence à Clausewitz à travers le principe de convergence entre adversaires. Mais, malgré cela, ces théories ne sont pas à proprement parler centrées sur les raisons politiques qui amènent les États engagés dans une guerre à négocier finalement. Pourquoi? Parce que ces théories endogènes du conflit armé favorisent prioritairement la mise en équation de variables relativement instrumentales comme la durée du conflit, les rapports entre offensive et défensive, la disproportion des forces entre adversaires ou la nature des régimes engagés dans l'épreuve guerrière, démocratie libérale, régime autoritaire, etc., etc. Et en fait, si on prend un peu de recul, on constate que ces théories qui cherchent à comprendre comment la paix naît de la matrice de la guerre, comment la guerre est en elle-même une forme de négociation, eh bien, ces théories, finalement, se placent toujours sous l'influence des théories du choix rationnel. Et pour finir, sur cet ensemble de notations, peu de théoriciens, en fait, s'intéressent au processus de terminaison des guerres en insistant, et si le point est important, peu de théoriciens qui s'intéressent à cette problématique de la terminaison des guerres insistent sur le fait que le processus de négociation inclut aussi une négociation avec soi-même. Que le processus de négociation inclut aussi une négociation avec soi-même, c'est-à-dire ce que j'appellerais un recalcul stratégique permanent reposant sur la notion, qui est aristotélicienne, de décision réfléchie.
Qu'est-ce qu'elle permet, cette notion de décision réfléchie? Elle permet de relativiser les objectifs stratégiques de départ en prenant en compte les perceptions et non pas seulement les forces de l'adversaire au moment de juger. Et en dehors de travaux assez isolés, comme les variations phénoménologiques de Jan Patočka, par exemple, dans le champ philosophique, mais il est permis de considérer, me semble-t-il, que l'aspect fondamentalement politique de l'engendrement de la paix par la guerre n'a toujours pas reçu le degré d'attention qu'il mériterait. Et ainsi que le font remarquer ici Craig et George dans un ouvrage collectif que je vous recommande également, même s'il est un peu ancien, mais il reste extrêmement stimulant, 1995. Il faut remarquer la chose suivante, vous l'avez à l'écran normalement, et je le cite ici en présentiel. Les étudiants de la stratégie militaire n'ont pas consacré beaucoup d'attention systématique au problème de la terminaison des guerres. Et les planificateurs militaires, d'ailleurs, ont aussi traditionnellement négligé ce problème, se concentrant plutôt sur la manière dont les guerres commencent et sur les moyens pour y combattre avec succès, plutôt que sur la manière d'y mettre fin lorsque le déroulement du conflit ne s'accorde pas avec le plan prévu. Et alors, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cet évitement scientifique. J'en citerai un seul, il est d'ordre moral, parfois idéologique d'ailleurs, c'est le réflexe consistant à confiner la guerre, si vous voulez, dans la catégorie des anomalies des relations internationales. Comme le dit Pierre Manant, nous répugnons à attribuer à la guerre un rôle causal, il nous semble que c'est lui attribuer un mérite. Sur la base de ces premiers constats théoriques, qu'est-ce qu'on peut dire de justement l'intérêt d'appliquer un regard théorique, des théories tout simplement, qui prennent en compte ce concept de décision réfléchie, de recalcul stratégique permanent, de négociation avec soi-même, de dimension politique des conflits. En quoi est-il intéressant de l'appliquer justement au cas ukrainien? Dans la théorie réaliste de la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dégager grossièrement, de ce point de vue-là, deux positions relatives à la manière dont les grandes puissances vont affronter l'incertitude et à la manière dont elles vont parvenir à restaurer des rapports de confiance relative, y compris lorsqu'un conflit a débuté. Là, on est bien dans notre sujet. Alors, d'un côté, vous avez, mais il est connu, le réalisme systémique, disons, offensif de John Mearsheimer, qui pose comme axiome, je rappelle quelque chose d'évident, vous connaissez tous ça, que dans un monde structurellement anarchique, au sens, si vous voulez, de la troisième image wolffienne, l'incertitude est totale et invariante. Il en ressort que cette incertitude constitue une contrainte non pas seulement déterminante, mais déterministe sur le comportement des États. En gros, vous n'avez pas le choix, les États n'ont pas le choix, ils doivent augmenter leur part relative de force et de sécurité pour pouvoir être finalement protégés. Donc une vision à la fois pessimiste et déterministe. Rappelez-vous, je rappelle toujours cette formule de Mearsheimer, dans le monde anarchique des relations internationales, les États sont enfermés dans une cage en fer, celle de la structure anarchique qui va déterminer leurs actions. C'est le réalisme offensif, ça sera une petite parenthèse, est beaucoup plus offensif que réaliste. On pourra en reparler. Deuxième ensemble, c'est ce qu'on appelle le réalisme structurel défensif. Vous connaissez, qui lui renvoie plus finement aux conséquences de ce qu'on appelle le dilemme de sécurité. Dilemme de sécurité qui est un modèle interactionnel d'interprétation des conflits qui est mis au point par John Hertz en 1950, tout le monde le sait, comme le rappelle Stephen Walt, ici vous l'avez normalement, j'espère, en ligne, comme le rappelle Stephen Walt récemment, je le cite, le dilemme de sécurité décrit la manière dont les mesures prises par un État pour accroître sa sécurité, construction d'armements, mise en alerte des forces militaires, formation de nouvelles alliances, ont tendance à augmenter le sentiment d'insécurité des autres États et à les amener à répondre de la même manière. Il en résulte une spirale d'hostilité qui ne laisse aucune des deux parties en meilleure posture qu'avant. Je
je considère toutes mes actions comme défensives et toutes celles de l'adversaire potentiel ou actuel comme offensives, et lui, il le voit exactement à l'inverse. Pour les réalistes défensifs que je viens d'évoquer, Jervis, bien sûr, mais aussi Charles Glazer, on peut y inclure Stephen Walt, Jeremy Shapiro, auteur d'un article intéressant récemment sur l'ascension éventuelle aux extrêmes dans la guerre d'Ukraine, sur le site War on the Rocks. Eh bien, pour ces réalistes défensifs, ce dilemme de sécurité n'est pas une donnée rigide, mais c'est un processus dont le degré de sévérité ou d'intensité va varier en fonction de critères relatifs, tels que le niveau de la technologie militaire, la localisation géographique des adversaires, l'estimation des moyens comme des motifs de ces derniers, mais aussi, et surtout, en fonction de l'appréhension des motifs et des biais cognitifs qui sous-tendent le comportement de cet adversaire. Et on va le voir, dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est particulièrement important. Dernier aspect de cette, disons, premier ensemble de remarques théoriques. C'est le slide suivant. Donc, vous avez ici, pour ceux qui ont la chance de voir le slide, donc à distance, on va dire les choix qui sont laissés aux deux adversaires engagés dans un dilemme de sécurité, soit augmenter leur propre capacité militaire pour rétablir l'équilibre des forces, première option, soit, deuxième option, lancer une attaque préventive afin d'empêcher l'État qui arme de rompre l'équilibre en premier lieu. Pour comprendre la manière dont cette logique du dilemme de sécurité peut être appréhendée dans le domaine d'une crise en ambiance nucléaire, je pense intéressant de croiser deux disons, dimensions. Vous connaissez tous la notion des âges nucléaires. Le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge nucléaire. Je me rappelle, le premier âge nucléaire, il concerne les conditions de l'affrontement entre les deux super grands, avec une dimension évidemment de dissuasion nucléaire, avec deux périodes, en gros, avant et après la crise de Cuba. Donc ça concerne la guerre froide, la confrontation entre les deux super grands, l'apprentissage de la grammaire nucléaire jusqu'à Cuba, et ensuite, avec cette dimension de la destruction mutuelle assurée, cette peur rétrospective, relative à cette danse au bord du gouffre qui a été celle de 1962. Ensuite, la gestion d'une parité dans la terreur, si vous voulez, et les leçons de Cuba. Ça, c'est l'ensemble de la guerre froide jusqu'aux années 1990. Le deuxième âge, c'est une période. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Keith Payne dans le domaine, sur le deuxième âge nucléaire. C'est une période P-A-Y-N-E. C'est une période de lutte contre la prolifération, de décrue des arsenaux nucléaires en termes quantitatifs et une montée en puissance aussi des logiques de dissuasion existentielle. Pendant cette période, le deuxième âge nucléaire, des années 90 à la fin des années 2000, je dirais grossièrement, on voit dans les doctrines une perte d'intérêt et une perte d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites à ce sujet relatives aux armes nucléaires tactiques, par exemple. Donc, on a davantage une logique qui tire vers la dissuasion existentielle. Ça, c'est le deuxième âge nucléaire. Le troisième âge nucléaire voit, et on l'a sous les yeux aujourd'hui, une reprise de la prolifération verticale, que ce soit en Chine, État, entre guillemets, perturbateur, mais également dans un État central, dans le camp des démocraties libérales, qui est le Royaume-Uni, qui augmente de manière importante son arsenal, qui le dit. Donc, reprise de la prolifération verticale, retour des théories de la victoire. Je renvoie aux travaux de Colin Gray et de ses continuateurs sur l'intérêt qu'il y a à, disons, penser, au moins virtuellement, l'usage du nucléaire tactique dans une guerre. Troisième âge marqué également par cet intérêt pour les armes nucléaires tactiques, pour répondre au concept de piraterie stratégique, et puis au phénomène de sanctuarisation agressive. Donc, on est dans ce troisième âge nucléaire. Ce qu'on ne fait pas souvent, c'est mettre en rapport les trois âges nucléaires et ce qu'on appelle les vagues en matière de théorie dissuasive.
Les vagues, elles peuvent être définies de la manière suivante. Vous les avez, ceux qui sont en ligne à droite de la planche. Il y a, disons, 4 vagues repérées. Moi, j'en ajouterai une 5e. Les 4 vagues, la première, c'est celle des modèles de l'acteur rationnel. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Vous avez ici les théories des jeux, un certain nombre de travaux de théoriciens. Je ne vais pas détailler. Les modèles de l'acteur rationnel en matière de dissuasion nucléaire. La deuxième vague, ce sont, à partir des années 70, des travaux qui portent sur la notion de culture stratégique. Hein, on est toujours dans la rationalité, mais les auteurs de cette vague, Snyder, Pipes et d'autres, vont s'intéresser aux perceptions différenciées des acteurs en fonction de leur culture stratégique. Un Russe ne va pas appréhender une situation donnée dans les relations internationales de la même façon qu'un Américain. Mais ça n'empêche pas de postuler une rationalité partagée par les acteurs. C'est la deuxième vague, les travaux qui portent sur la notion de culture stratégique. La troisième vague, elle, concerne la production théorique des années 70 et 80 du XXe siècle. Et ce sont les travaux qui portent sur la psychologie politique internationale. Et là, vous allez trouver le premier Jervis et d'autres auteurs. Ces travaux portent sur les limitations de la rationalité humaine. Vous pouvez rapprocher d'ailleurs ces travaux de psychologie politique internationale appliqués aux faits dissuasifs à des travaux des travaux d'analyse décisionnelle croisés avec la théorie organisationnelle. Et là, je fais référence évidemment à Essence of Decision de Graham Allison. Ça, c'est la troisième vague. Elle va jusqu'aux années 80. Il y a un pic de cet intérêt pour la psychologie politique internationale appliquée aux faits dissuasifs dans les années 80. Avec la quatrième vague, elle concerne les années 90 et 2000. Et vous voyez que je le mets en rapport, enfin, en tout cas pour ceux qui ont la planche, je le mets en rapport avec le deuxième âge, ici. Cette quatrième vague, elle peut être rapportée au deuxième âge nucléaire. Et c'est tout simplement, si vous voulez, le transfert ou la transposition dans la réflexion dissuasive de la vague constructiviste en sciences sociales, tout simplement. La construction sociale de la réalité, les travaux de Wendt, de Nicolas von Hoof, etc., etc. Et ici, vous avez l'influence des normes, des images, des perceptions également. On pourrait dire que le troisième âge nucléaire, mais ça, c'est une proposition d'interprétation de ma part, ce troisième âge que je vous ai rappelé la définition très grossièrement tout à l'heure, correspondrait à une cinquième vague théorique en matière de réflexion dissuasive qui réincorporerait qui croiserait, les apports du réalisme défensif en particulier, c'est-à-dire des courants, c'est le retour des courants réalistes les plus compatibles avec le constructivisme. Donc, il n'y aurait pas, si vous voulez, d'effet d'éviction entre la quatrième et la cinquième vague, il y aurait tout simplement un enrichissement des travaux de la quatrième vague par un croisement, une réappropriation d'un certain nombre de postulats réalistes, en particulier dans ce réalisme qui est un réalisme interactionnel et qui est, de ce fait-là, sur le plan ontologique, totalement compatible avec le courant ou le paradigme constructiviste, le croisement des deux pouvant produire, me semble-t-il, des lignes de compréhension intéressantes, en particulier appliquées à ce que nous avons sous les yeux, ce conflit ukrainien, justement, qui voit le retour des théories de la victoire, une intromission instable entre conventionnel et non conventionnel, que ce soit en action ou dans le déclaratoire, sur le terrain, avec des effets systémiques profonds dans tout l'ordre international aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça lorsqu'on examine la nature nucléaire de la crise et de la guerre ukrainienne en 2022 ? Les aspects déclaratoires, je vais passer un peu vite, vous les connaissez, me semble-t-il. 2014, les partenaires de la Russie, dit Poutine, doivent comprendre qu'il vaudrait mieux qu'ils ne nous cherchent pas d'histoire. Dieu merci, je ne pense pas que quiconque ait l'intention de déclencher un conflit de grande échelle avec la Russie. Je souhaite vous rappeler que la Russie est l'une des plus grandes puissances nucléaires. En 2015, vous le savez, Poutine confirmera a posteriori que dans les semaines qui ont suivi l'annexion de la Crimée, il s'était préparé à placer les forces nucléaires russes en état d'alerte
au cas où la Crimée serait vue menacée par une opération militaire directe des soutiens occidentaux de l'Ukraine. Et la spirale d'insécurité qui s'enclenche à ce moment-là ne peut pas être sous-estimée, puisque, en fait, cette sanctuarisation agressive de la Crimée, au moyen d'un signalement nucléaire, répond par effet d'opportunité et dans l'esprit du Kremlin au revers diplomatique majeur qu'ont constitué pour Moscou les événements de Maïdan. Donc, de son point de vue, la Russie, dont le complexe obsidional traditionnel est réactivé, entend se positionner, et il faut le comprendre, dans un cadre défensif qui intègre les avancées de l'OTAN à ses frontières dans les années 90, les crises mal vécues du Kosovo et de la Libye, un grand nombre d'évolutions critiques ayant marqué son dialogue avec Washington, dont le dossier antimissile, la sortie unilatérale des Américains du traité ABM en 2002. Finalement, la Russie voit cette réponse comme finalement une manœuvre défensive, une réponse en réalité. Mais selon le mécanisme classique du dilemme de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, certains analystes occidentaux, eux, voient tout au contraire dans cette manœuvre criméenne de 2014 la preuve que la Russie menace ses voisins bien au-delà du cas ukrainien et que sa politique étrangère est par essence impériale et offensive. Le point de fixation, cette dissonance cognitive, pour reprendre des catégories heuristiques de Jervis et d'autres, le point de fixation de cette dissonance, il va s'incarner, si vous voulez, se placer dans cette guerre qui va se prolonger au Donbass entre l'armée régulière ukrainienne et les milices séparatistes des républiques autoproclamées de Donetsk, de Lugansk, soutenues par la Russie. L'Union européenne va tenter de trouver une solution au conflit, les accords de Minsk, mais l'essentiel, bien sûr, tout le monde en a conscience, se passe à Washington. Dans un premier temps, l'administration Obama va avoir une stratégie qui est équilibrée. Il n'y a pas de remise à jour du volet déclaratoire nucléaire. En revanche, l'administration Obama, sans assortir cette aide de sanctions automatiques contre la Russie, augmente l'assistance militaire à l'Ukraine sur le plan conventionnel, de manière assez calibrée d'ailleurs. À partir de la fin 2016, l'administration Trump, elle, va continuer, même augmenter ce soutien militaire direct des États-Unis au profit de l'Ukraine, d'une manière assez durcie, mais elle ne va pas se contenter de faire ça, elle va également mettre à jour son déclaratoire nucléaire, c'est la Nuclear Posture Review de 2018, pour rétablir la crédibilité des garanties de sécurité américaines face justement à un agresseur qui considère un territoire conquis comme vital et qui, avec un retournement dialectique opportuniste, c'est vraiment la sanctuarisation agressive, affermi après coup cette conquête par la menace voilée ou non, mais là elle est très peu voilée, de représailles nucléaires en légitime défense à l'aide d'armes tactiques de puissance réduite. L'avertissement que constitue la mise à jour de cette NPR concerne la Russie, évidemment, mais aussi la Chine. Et évidemment, en arrière-fond, la question de Taïwan, ici, est centrale. Cette mise à jour doctrinale s'accompagne d'une remise à l'honneur des armes nucléaires tactiques, dont l'emploi, plus probable, entre guillemets, contribuerait, selon certains, à restaurer, je mets des gros guillemets, la dissuasion élargie américaine. Donc ici, une réponse que les Américains voient comme défensive, et les Ukrainiens encore plus, et on les comprend au combien. Une réponse qui a deux volets, l'augmentation de l'aide militaire conventionnelle, assistance militaire à des forces armées étrangères ou assistance militaire opérationnelle à travers si vous voulez, des dispositifs de security assistance du côté américain, d'une part, et deuxièmement, la mise à jour d'un déclaratoire nucléaire qui, qu'on le veuille ou non, et même si le débat est assez profond là-dessus, abaisse potentiellement le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Le débat là-dessus, personne n'est d'accord. Je le dis, mais vous le savez, ici, c'est, on va dire, on analyse. Oui, la NPR 2018 a abaissé le seuil d'utilisation du nucléaire. On pourrait ouvrir un débat là-dessus, ce serait intéressant, mais ça me semble relativement clair. Le conflit ukrainien va donc ici finalement s'intégrer dans le cadre d'une véritable spirale d'insécurité, et on va noter ici le croisement de deux phénomènes
qui déterminent justement cette spirale d'insécurité au sens de Hertz et de Jervis. D'une part, la décision russe de sanctuarisation agressive de 2014, d'autre part, l'évolution doctrinale américaine de 2018, qui, pour y répondre, prend le risque d'un abaissement du seuil d'emploi du nucléaire, engendrant de nouvelles déclarations russes concernant les opérations militaires en cours dans son voisinage stratégique immédiat en 2022. Alors évidemment, les deux décisions, dans le cadre de cette spirale d'insécurité, ne sont pas à mettre sur le même plan, évidemment, du point de vue du droit international. D'un côté, une agression militaire caractérisée, de l'autre, une adaptation doctrinale qui présente d'ailleurs, vous le savez sans doute, des éléments de continuité avec la NPR de la précédente administration américaine, l'administration Obama. Mais il n'en reste pas moins que ces deux événements entrent en résonance politique dans le cadre d'un dilemme de sécurité qui provoque ce que j'appellerais des effets de bord doctrinaux et capacitaires qui vont dépasser en réalité largement la seule opposition géopolitique et idéologique entre Moscou et Washington. Et, quoi qu'il en soit, compte tenu de ce phénomène de résonance et de dissonance cognitive, ce sont bien les deux dernières phrases de la déclaration du 21 septembre 2002 de Vladimir Poutine qu'il faut souligner, sur lesquelles il faut s'arrêter. Je rappelle ces deux phrases, cette déclaration qui est vraiment on va dire une montée en tension réelle du déclaratoire atomique dans cette guerre d'Ukraine. Il dit la chose suivante, le 21 septembre 2022, les Russes sont non plus sur la défensive, mais sont en retrait sur le plan conventionnel, commencent à perdre massivement des territoires, ils vont bientôt évacuer Kherson, etc. Si notre intégrité territoriale est menacée, dit le président russe, ce jour-là, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple. Point. Ceci n'est pas du bluff. Point. Cette dimension conduit à se poser la question, compte tenu des enseignements du réalisme défensif, compte tenu de ce que nous apprennent la vague théorique, la troisième vague que je déterminais tout à l'heure, celle des apports de la psychologie politique internationale, compte tenu de ce que nous apprend aujourd'hui ce croisement entre aspect constructiviste et réalisme défensif réinterprété, si vous voulez, dans le cadre de ce troisième âge nucléaire, qu'est-ce qui est important finalement dans le cadre de cette crise ukrainienne? Sur quoi faut-il que nous réfléchissions? À quoi la recherche, le débat théorique dans l'université et en dehors aurait-il intérêt à à traiter finalement et à discuter? Il me semble que c'est, je le disais lors de l'audition à l'Assemblée nationale, mais il faudrait ici creuser un peu, il me semble que c'est justement la réflexion qu'on peut tous avoir, non pas sur ce qu'est une victoire dans une guerre de cette sorte, mais compte tenu justement de l'intromission entre conventionnel et non conventionnel dans cette guerre d'Ukraine, non pas sur la réflexion sur ce qu'est une victoire, mais la réflexion sur ce qu'est une défaite. Qu'est-ce qu'une défaite dans une guerre de cette nature? Et lorsqu'on évoque la possibilité d'un emploi du nucléaire dans le cadre de la guerre d'Ukraine actuelle, il y a deux dimensions. D'une part, la dimension opérationnelle, c'est-à-dire la tentation pour Moscou d'user de l'arme nucléaire sur un plan tactico-opératif pour venir en appui à ses forces conventionnelles qui sont engagées face à une armée ukrainienne qui est désormais à l'offensive, de manière, pour les Russes, à interdire aux Ukrainiens de poursuivre leur progression victorieuse en ciblant leurs unités sur le terrain ou certains de leurs centres de commandement, par exemple. Ça, c'est la première dimension, la dimension opérationnelle. Il y a une deuxième dimension, qui est la dimension politique. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste dans la décision d'un usage éventuel d'une explosion atomique d'avertissement afin de signaler sans équivoque la dissuasion ayant échoué que le Kremlin considère que l'existence de l'État russe est en jeu, c'est-à-dire que l'intégrité de son territoire national se trouve menacée. Dans ce cas-là, le mot État correspond au pays russe, soit que
la pérennité de son système de gouvernement se voit remise en question. Et ici, le mot État renvoie au régime russe. Le premier scénario, il demeure possible. Pour l'instant, il est assez improbable. Bien sûr, tout le monde fait le lien entre la sous-performance tactico-opérative des Russes et l'usage potentiel du nucléaire par Moscou. C'est un couplage classique. On retrouve la situation du début des années 50 qui avait mené les Américains, qui étaient persuadés de leur faiblesse conventionnelle en Europe, à opérer des signalements nucléaires. C'est la doctrine du New Look, en menaçant Moscou d'employer des armes atomiques sur le plan tactique en cas de ruée des chars soviétiques. Mutatis mutandis, vous avez exactement la même logique en Ukraine, mais ce sont cette fois-ci les Russes qui l'emploient d'une manière à la fois fébrile et calculée. Et l'effet obtenu est d'autant plus efficace que la position stratégique de Moscou s'affaiblit objectivement. Plus le potentiel des forces conventionnelles russes diminue, plus la tentation d'emploi du nucléaire devient théoriquement grande. Et effectivement, à moins d'un retournement toujours possible, Poutine ne peut plus réussir son pari sur le plan de la manœuvre opérative. Il a perdu l'initiative, mais il peut encore ne pas le perdre complètement s'il réussit à figer le front actuel, ce qui équivaudrait à sanctuariser des gains territoriaux équivalents à environ 110 000 km², ce qui n'est pas rien. Il pourrait le faire en brisant éventuellement le tabou nucléaire de manière contrôlée ou en imposant l'idée, il semble que ce soit le but, qu'il est sur le point de le faire. Est-ce que cet usage tactico-opératif du nucléaire aurait de l'effet sur le dispositif ukrainien et allié actuel? Pas vraiment. Pas vraiment. Je passe sur les détails, mais il y a beaucoup d'études de ce point de vue-là. On va dire que le rendement tactico-opératif ne serait pas énorme. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle un certain nombre de chercheurs qui se réfèrent à la doctrine nucléaire russe actuelle estiment que, même si dans cette doctrine, j'imagine que vous l'avez lu, que vous la connaissez, au moins l'Oukaz numéro 355 de 2020 de Poutine, dans cette doctrine, la Russie évoque le cas, vous le savez, de conflits régionaux ou à grande échelle qui pourraient mener à une frappe atomique. Mais dans cette doctrine, le seul cas qui autorise une frappe atomique, ou qui justifie plutôt une frappe atomique, serait celui d'une menace envers l'existence même de l'État. Et donc, pour un certain nombre d'experts, eh bien, le recours au nucléaire, dans les cas où Moscou fait face à une défaite dans un conflit, mais une défaite conventionnelle, si vous voulez, tactico-opérative, peut-être de grande ampleur, mais qui ne menace pas l'existence de l'État, eh bien, exclurait finalement le recours au nucléaire. Le recours au nucléaire dans le cadre de ces défaites-là, eh bien, serait exclu. Effectivement, oui, certaines déclarations officielles récentes à Moscou peuvent être interprétées comme corroborant cette thèse, qui est plutôt une thèse optimiste. Déclaration du 21 septembre 2002 de Konstantin Kosachev, qui est porte-parole adjoint du Conseil de la Fédération de Russie, je le cite, « Tant que les conditions d'utilisation des armes nucléaires telles que définies dans le concept russe pertinent sont remplies, nos armes nucléaires ne menacent personne. » C'est un point sur lequel insiste, par exemple, si vous suivez ce débat, j'imagine que oui, sur lequel insiste Timothy Snyder, l'historien de Yale aux États-Unis, qui écrit que la focalisation sur le scénario atomique en Ukraine nous empêche de voir ce qui se passe réellement et de nous préparer à des scénarios plus probables. En fait, Snyder, comme beaucoup d'autres experts, avertit sur le danger qu'il y aurait à se soumettre au chantage déclaratoire de Poutine et à lui permettre en fait de sanctuariser, de sécuriser les gains qu'il a obtenus dans cette affaire qui devient de moins en moins intéressante stratégiquement pour la Russie au fur et à mesure que l'aide occidentale à l'Ukraine s'affirme et s'approfondit. Ça, c'est une manière de voir les choses. Parce que si on pose l'hypothèse que cette interprétation est juste, il y a quand même une question essentielle qui se pose au regard du dilemme de sécurité et de quand même, parce qu'on ne peut pas passer par-dessus ça, tout ce que nous ont appris les travaux de psychologie politique internationale, les approches de construction sociale de la réalité, les théories de la sortie endogène du conflit armé, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais en introduction sur quand même tout cet apport théorique. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas, me semble-t-il, éviter en termes de questionnement, et c'est celui-ci.
que serait pour les Russes une défaite qui ne menacerait pas l'existence de l'État. C'est très beau de dire, finalement, la Russie peut perdre dans des conflits militaires, qu'ils soient régionaux ou d'ailleurs d'ampleur plus importante, tant que l'existence de l'État n'est pas menacée, le recours au nucléaire, eh bien, finalement, n'adviendra pas. Très bien. Dans ce cas-là, soyons logiques. Il y a un questionnement qu'on ne peut pas éviter, et je répète, c'est qu'est-ce qu'une défaite qui ne menace pas l'existence de l'État russe? Non pas de manière rationnelle, instrumentale, quantitative, objective, mais du point de vue de la perception qu'en ont eux-mêmes les Russes. Le terme de défaite peut concerner des engagements locaux dans le cadre d'une opération qui n'influe pas de manière décisive sur la guerre elle-même. Dans ce cas-là, on parlera de défaite tactique. Vous êtes d'accord? La défaite stratégique, elle survient lorsqu'une partie importante du dispositif opérationnel est désarticulée par l'adversaire, ce qui conduit à une retraite partielle ou totale des forces du théâtre des opérations. Et qu'elles soient tactiques ou stratégiques, ces défaites peuvent être volontairement considérées par l'État qui les subit comme entrant dans la catégorie des revers, soit des échecs douloureux, mais partiels, dont la nation russe, par exemple, va pouvoir se relever à court terme. Alors, bien sûr, ça va faire souffrir la fierté de Moscou, ça entame sa crédibilité, c'est humiliant, c'est douloureux à accepter, mais enfin, ces défaites peuvent être considérées comme des revers dans la mesure où elles n'atteignent pas le pays dans ses œuvres vives. Ça, c'est une première manière de voir la défaite. C'est un dialogue de la Russie avec elle-même, si vous voulez, une négociation avec elle-même. Je parlais tout à l'heure de recalcul stratégique permanent. Mais là, on est dans l'ordre des perceptions. La Russie avale cet échec, si vous voulez, elle-même, et considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Elle catégorise cette défaite comme un revers, ce qui ne l'atteint pas dans ses œuvres vives, et donc elle n'enclenche pas le processus d'ascension aux extrêmes. J'insiste encore une fois là-dessus. On est dans l'ordre des perceptions, toujours ici. Ça, c'est une première manière de voir le mot défaite. En gros, la Russie se dissuade elle-même, elle n'emploiera pas l'arme nucléaire dans ces circonstances-là. C'est d'ailleurs, si vous vous intéressez aux analyses ukrainiennes, il y a certaines analyses d'ailleurs de l'opposition russe, c'est très exactement ce que disent les Ukrainiens, la plupart d'entre eux, et l'opposition russe. Pour l'opposition russe, par exemple, Mikhail Khodorkovsky, qui est cet oligarque qui avait été arrêté par Poutine, mis en prison pendant des années, etc., qui commente le conflit actuellement, il dit la chose suivante: Poutine doit comprendre que s'il ordonne à quelqu'un d'appuyer sur le bouton rouge et que les militaires n'exécutent pas son ordre, ils devront le tuer pour ne pas être qualifié de traître. En gros, il existerait dans cette crise ce que j'appellerais un effet Arkhipov, c'est-à-dire, vous savez, du nom de cet officier de sous-marin soviétique qui était intervenu pour éviter que son commandant ne tire une torpille atomique durant la crise de Cuba en 1962. Donc, une bataille, si vous voulez, à l'intérieur même de la technostructure décisionnelle russe sur cette question de l'escalade nucléaire. Alors, cette logique, elle est valable si la frappe possiblement ordonnée par Poutine apparaît disproportionnée, justement, ou aventurée à ses chefs militaires, lesquels préféreraient accepter un revers assorti d'une révolution de palais plutôt que de faire de la Russie un paria absolu dans les relations internationales. C'est ce que dit Anton Mikhnenko du côté ukrainien. Poutine n'a aucune raison politique de lancer une frappe nucléaire, écrit-il, car dans ce cas, il perdrait même le soutien de la Chine et d'autres pays non européens. Vous voyez ici, Khodorkovsky parle d'une problématique interne, disproportion des enjeux, et Mikhnenko parle d'une problématique externe, disproportion des enjeux dans l'ordre international. Il perdrait ses soutiens externes. Cependant, cette ligne de raisonnement est tout à fait intéressante, mais pour qu'elle soit en conclusion valable, il faut que justement cette défaite peut-être annoncée des Russes en Ukraine, reste confinée dans la catégorie des revers, qui n'appellent pas de sacrifice disproportionné. Et pour que ça soit respecté, il faut qu'une condition soit présente. Ces défaites ne doivent en aucun cas concerner le territoire, le sanctuaire territorial de la nation. Or, aujourd'hui, on a, si vous voulez, un deuxième groupe d'experts qui ne partagent pas l'optimisme
des analystes dont je viens de vous donner les calculs et les déclarations. Et eux, ce deuxième groupe d'experts, ils basent au contraire leur raisonnement sur la nature de la guerre menée actuellement en Ukraine par les Russes. Tout en condamnant évidemment les résultats de la manœuvre russe, ils attirent l'attention sur le fait que ces derniers, acculés en retraite, pourraient en venir à considérer, dans un certain cas, des territoires qu'ils ont conquis comme non négociables à défendre absolument, soit par idéologie, soit par patriotisme, soit par souci de permettre au régime de survivre. C'est ce qu'écrit Jeremy Shapiro, je vous recommande son analyse sur War on the Rocks. C'est un chercheur à la Brookings Institution, qui est de tendance démocrate. Hein. C'est un ancien diplomate qui a servi sous l'administration Obama. C'est l'actuel directeur de recherche du European Council on Foreign Relations. Pour lui, en fait, en ce moment même, les États occidentaux et la Russie sont comparables aux États somnambules de 1914. Il finit son article en disant « Nous sommes sur la voie d'une guerre nucléaire. » On est sur la voie d'une guerre nucléaire. C'est parti, c'est enclenché. Des référendums du 23 au 27 septembre 2022, vous le savez, ont été organisés par Moscou dans 4 territoires, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. Donc, finalement, on a 3 ensembles de territoires. On peut revenir ici, par exemple, à Jervis et à son application de la théorie des perspectives au domaine de la dissuasion nucléaire. Je rappelle le postulat fondamental de Jervis dans ce domaine-là. Il prend la théorie issue de l'économie comportementale de Kahneman et Tversky, il l'applique dans le domaine des relations internationales et finalement le postulat de cette transposition de l'économie comportementale à la psychologie politique internationale, c'est que une tactique agressive est le plus souvent motivée par une aversion aux pertes que par un espoir de gain. Eh bien, dans ce cas-là, il est très urgent de saisir la charge symbolique, stratégique et politique différenciée de ce que j'appellerais les 3 cercles territoriaux concernés par la crise ukrainienne. Premier cercle, l'Ukraine elle-même, qui est considérée au sens de l'intégrité de ses frontières internationalement reconnues. Deuxième cercle, ce que les Russes appellent Novorussia, qu'ils ont tenté de se sanctuariser agressivement depuis fin septembre avec l'organisation de ces référendums fébriles sous le feu des troupes ukrainiennes soutenues par les États occidentaux. Troisième cercle, la Crimée et les 2 républiques séparatistes du Donbass qui sont détachées de facto, sinon de juré, de l'Ukraine depuis 2014. À quel degré la notion d'aversion aux pertes issue de l'économie comportementale et transposée dans le domaine de l'usage potentiel d'une arme atomique devrait-elle être appliquée à ces 3 ensembles? L'aversion aux pertes, qui commande une posture agressive et voire une escalade, une ascension aux extrêmes, plutôt que l'espoir de gain. Dans une étude, et je terminerai sur ce point, dans une étude du James Martin Center for Non-Proliferation Studies, qui a été publiée en 2016, Jeffrey Knopf, K-N-O-P-F, et un certain nombre de ses collègues examinent précisément l'usage de l'économie comportementale pour comprendre les déviations rationnelles dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Et voici leur conclusion. Nous concluons que l'économie comportementale, j'ai dit ce qu'on avait fait Jervis, par exemple, dans le réalisme défensif, l'économie comportementale, disent-ils, dans cette étude de 2016, ne fournit pas encore un modèle cohérent et prédictif qui puisse à lui seul servir de base à la conception de stratégies, y compris dans le domaine nucléaire. Intéressant, sont des chercheurs, ils se sont réunis dans un séminaire comme celui-là, mais qui a duré plusieurs jours. Ils en ont tiré un rapport, des conclusions, qui fait état de leur discussion ouverte, libre, entre économistes, politistes, spécialistes des relations internationales, etc., de la dissuasion nucléaire. Et ils ont conclu que l'économie comportementale ne fournit pas de modèle cohérent et prédictif pour la conception de stratégies, mais ils relativisent cette conclusion générale et la manière dont ils le font me semble intéressante à exposer ici en conclusion. Je les cite. Même si l'économie comportementale ne fournit pas une base fiable pour les prédictions, les recherches qui la sous-tendent suggèrent plusieurs idées qui peuvent être utiles de garder à l'esprit. Il y en a 5. Premièrement, les émotions exercent un impact puissant sur les décisions et les comportements humains.
Nous ne devrions pas supposer, écrivent-ils, que les décisions relatives aux armes nucléaires sont uniquement motivées par un calcul froid des coûts et des avantages. Premier point. Deuxième point. Les acteurs sont souvent plus motivés par le désir d'éviter ou de minimiser les pertes que par la recherche du gain. Donc, c'est le point que je mettais en avant tout à l'heure. Troisièmement, les acteurs ont tendance à se préoccuper des considérations de justice et d'équité, mais souvent de manière très intéressée. Ça pour relativiser les discours sur la moralité, etc. Quatrièmement, les horizons temporels peuvent modifier la façon dont les acteurs pensent. Et ils écrivent, des horizons temporels plus longs peuvent permettre un raisonnement plus délibératif, ce qui peut réduire les risques de prise de décision irréfléchie ou hâtive. Cinquièmement, donc quatrièmement, ces horizons temporels, et cinquièmement, il n'est pas facile de trouver des solutions optimales ou permanentes aux problèmes des relations internationales. En ce qui concerne les armes nucléaires, il y a beaucoup à dire pour éviter les pires conséquences, même si les solutions ne sont pas parfaites. Lorsqu'on réfléchit à ce que nous avons sous les yeux, dans l'ordre international, les conséquences profondes qu'a la guerre en Ukraine sur les évolutions potentielles de l'ordre international, en particulier dans le domaine nucléaire, je citais le Royaume-Uni tout à l'heure, mais aussi la Chine et d'autres acteurs sont à prendre en compte, évidemment, Corée du Nord, Iran, Inde, aujourd'hui, eh bien, on se rend compte à quel point il est important pour les spécialistes des relations internationales, pour les chercheurs, dans un débat qui a tendance lui aussi à monter aux extrêmes, parce qu'il est saisi par des vestiges purificateurs, de postures morales parfois très exacerbées, qui ne reconsidèrent pas suffisamment souvent les conséquences potentielles de ce qu'est une ascension aux extrêmes nucléaires dans une crise de cette ampleur. Quand on considère cela, bien on se dit que le point le plus important pour les décideurs politiques, les spécialistes des relations internationales dans cette crise, c'est de positionner l'analyse et la prospective au bon niveau. Ce n'est pas évident. Mais comme le résume sur un ton assez désabusé d'ailleurs, Stephen Walt de l'Université de Harvard, dans un récent éditorial de Foreign Policy, il semble qu'il soit urgent, quelles que soient les divergences entre analystes à propos de la stratégie à suivre en Ukraine, de garder cette dernière dans le cadre d'une logique conséquentialiste. J'aimerais penser, écrit-il, que des personnes ayant des visions du monde très contrastées peuvent encore convenir qu'une guerre nucléaire gâcherait la journée de tout le monde et qu'aucun objectif politique ne saurait la justifier. Je vous remercie, un, de votre attention et deux, de votre patience. Voilà. Et si on a encore un peu de temps, on peut répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Douglas. Et merci à tous ceux qui sont ici en ligne. Oui, merci beaucoup, monsieur, pour cette présentation très, très intéressante. Nous pouvons passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions en présentiel ou sur Zoom? D'abord ici. Peut-être en prendre une en présentiel d'abord, peut-être pour. D'accord, oui. Si vous en avez en ligne, on prendra juste ensuite le temps de les. Peut-être de les retrouver sur Zoom. Alors, est-ce que. Oui. Bonsoir, professeur, merci pour ce propos. Vous mentionnez tout à l'heure la variable de l'inflation dans le domaine nucléaire et dans les relations internationales. Kelly-Pohl en parle et l'applique au domaine de la prolifération, en disant que justement ça permet de contenir toute dégénérescence en guerre. Mais est-ce que finalement cette incertitude, poussée à un stade trop élevé, ne bloquerait pas tout processus de discussion et de négociation appliqué de surcroît entre puissances nucléaires? Merci de votre question. La question de l'incertitude, c'est une question centrale en théorie des relations internationales et en particulier, et bien évidemment, dans le domaine nucléaire. Vous avez, et vous connaissez le débat actuel sur l'utilité qu'il y aurait à préciser ce qu'est un intérêt vital, ce qu'est un intérêt fondamental, ce qu'est un intérêt national dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Certains vont pencher pour préciser, si vous voulez, une précision un peu plus importante à propos des lignes rouges, de ce qui concerne les intérêts vitaux.
vous connaissez la différence entre le discours de 2006 de Jacques Chirac à l'île Longue et les discours qui l'ont précédé, qui l'ont suivi. Chirac avait, d'une manière relative, on va dire, précisé davantage ce que pouvaient être des lignes rouges. Faut-il le faire? Ça peut être, d'une part, ça peut être considéré comme une réduction d'incertitude. On trace des lignes beaucoup plus faciles à interpréter, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, on pourrait postuler que ça permet pour l'adversaire un calcul plus précis et que ça réduit l'incertitude générale puisqu'on se place dans le cadre d'une interaction. Mais ça peut permettre aussi, d'un autre point de vue, à l'adversaire de mieux calculer la marge de manœuvre qui lui reste pour procéder justement à des actes de piraterie stratégique ou à des sanctuarisations agressives. Il sait où se situe la ligne rouge, donc entre, on va dire, son positionnement actuel et puis les ambitions qu'il s'assigne, il voit se matérialiser toute une zone de possible, si vous voulez, manœuvrier, dont il va profiter de manière très opportuniste. Donc, certains diront qu'on ne sort d'ambiguïté qu'à son détriment en matière de doctrine dissuasive et qu'il faut justement parier sur l'ambiguïté délibérée et préciser le moins possible ce que sont les intérêts vitaux couverts par la dissuasion nucléaire. D'autres diront qu'il vaut mieux être, enfin, il peut être intéressant dans certains cas d'être un peu plus clair, soit de manière ouverte, soit par des canaux secrets, privilégiés, bilatéraux, si vous voulez, de manière à bien spécifier à l'adversaire que dans la crise qui est concernée, à un moment donné de l'espace-temps, la ligne rouge se situe ici, et de donner des coordonnées, les coordonnées de cette ligne rouge. C'est un débat qui n'est pas facile, évidemment. Comment réduire l'incertitude? Vous pouvez donc le faire avec des signaux, mais réduire l'incertitude, c'est également apaiser le différentiel de perception entre adversaires sur ce qui relève d'un risque, d'une menace, dans un dialogue conflictuel. Et ça, c'est la question du dilemme de sécurité. Comment fait-on pour réduire un dilemme de sécurité? Il y a un très grand nombre d'articles qui ont été écrits à ce propos, en particulier par les réalistes défensifs, qui vont mettre en avant l'importance de permettre à l'adversaire de différencier dans vos capacités quelles sont les capacités offensives, quelles sont les capacités défensives. Donc, Jarvis, Glaser, encore une fois, et d'autres ont écrit sur ce thème-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et pour réduire l'incertitude, vous n'aurez d'autre choix que d'investir dans une compréhension intersubjective et la mise en place d'un véritable processus interactionnel au cœur même de la guerre, soit que vous avez engagé, soit dans laquelle vous avez été engagé par l'action agressive de votre adversaire. Vous devrez parier sur la capacité dans un conflit de ménager des portes de sortie négociées avec l'adversaire en acceptant, et ça c'est particulièrement important, que vos objectifs de départ ne correspondent pas à ce que vous allez retirer de la négociation finale. Ce n'est pas parce que vous gagnez que cette correspondance peut être absolue. Ça ne peut pas être absolu, parce que pour sortir du conflit, vous allez devoir négocier avec l'adversaire. Soit vous le battez et ensuite vous lui tendez la main pour l'amener à la négociation, et dans ce cas-là, il ne va pas falloir le battre complètement, ou si vous le battez complètement, ne pas exiger de lui qu'il se nie lui-même dans tout ce qui constitue ses intérêts vitaux. Soit vous faites ça, dans ce cas-là, vous allez pouvoir négocier et sortir de la guerre. Soit vous considérez qu'il n'y a pas de négociation possible parce qu'il est totalement dans son tort et que la morale le condamne, qu'en plus vous êtes en train de gagner sur le plan tactico-opératif, que vous pouvez accomplir ou obtenir un recouvrement total entre vos objectifs de départ et les résultats tactico-opératifs et stratégiques ensuite que vous pouvez obtenir sur le terrain. Dans ce cas-là, vous allez jusqu'au bout et vous n'allez pas seulement battre l'adversaire, vous allez le détruire. Question, comment faites-vous pour négocier avec quelqu'un qui est détruit? Sur le plan des perceptions, on peut passer à un point culminant, pas seulement du point de vue militaire, mais du point de vue perceptuel, du point de vue du ressentiment, du point de vue si vous voulez, de ce que l'adversaire considérait comme ses risques et ses gains dans une séquence conflictuelle, qui fait que vous obtiendrez la paix, mais en trompe-l'œil. C'est-à-dire, étant donné le niveau de ressentiment, de haine, d'injustice, de l'autre côté, ressenti d'ailleurs
à bonne ou à mauvais escient, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais peu importe. C'est pas ce que vous pensez qui compte seulement. C'est ce que pense l'adversaire aussi. Eh bien, si vous faites ça, cette deuxième solution, vous aurez la guerre 5 ans après encore, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans après, le temps que l'adversaire se relève. Donc, la question de l'engendrement de la paix dans la matrice de la guerre, ce n'est pas seulement la réduction d'incertitude, c'est également la réduction de vos objectifs de départ ou la relativisation de vos objectifs de départ par rapport aux résultats que vous obtenez sur le terrain, je dirais, y compris et surtout si vous êtes le vainqueur. Parce que le paradoxe de toute guerre est là. Dans une guerre, c'est le vainqueur qui a besoin du vaincu davantage que le contraire. Lorsque vous obtenez une victoire, il faut la faire reconnaître. La faire reconnaître par qui? Par celui avec qui vous allez négocier. Or, vous ne pouvez pas faire reconnaître. Il va ressentir votre puissance et votre victoire, mais pour qu'il la reconnaisse, pour ressentir et reconnaître, il y a une différence. Pour qu'il la reconnaisse, il faut que vous ne l'ayez pas détruit complètement. Donc, la question dans la guerre d'Ukraine, d'une certaine façon, c'est aussi, voilà, quel prix les Russes attachent-ils si vous voulez, au territoire qu'ils ont conquis de manière illégale? Comment les considèrent-ils? Faut-il que les Ukrainiens aillent jusqu'au bout de leur reconquête? Où se situe la limite? Et vous voyez qu'au cœur même je finis là-dessus, à Washington, de la technostructure décisionnelle américaine, vous avez aujourd'hui eh bien, des différences entre, par exemple, le chef d'état-major des armées, General Milley, et puis certains membres du département d'État. Donc, on voit effectivement, me semble-t-il, une interprétation différente du dilemme de sécurité et de la manière d'en sortir, y compris au plus haut niveau à Washington aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Merci monsieur pour l'éclaircissement. J'aurais une question assez simple. Vous avez mentionné pour la NPR de 2018 qu'elle abaissait justement cette route. Quel est l'argument pour faire l'inverse? Parce que j'ai du mal à les saisir. Et est-ce que ça n'a pas été justement perçu du côté de Moscou comme pouvant aujourd'hui justifier justement ce scénario et cette accélération du nombre de signalements nucléaires? Alors, il y a deux dimensions, me semble-t-il, dans votre question. Je disais que, de mon point de vue, la manière dont a été rédigée la NPR 2018 abaisse la voûte nucléaire. Donc, faciliterait potentiellement le passage du non-emploi à l'emploi, du déclaratoire à l'applicatif, du dissuasif à finalement l'opérationnel sur le terrain. Ce n'est pas l'intention. L'intention, justement, du côté américain, c'est de tout faire pour empêcher la guerre, empêcher une action agressive, offensive de l'adversaire. On pourrait dire que de cette façon, de ce point de vue-là, cette dissuasion renforcée dans le déclaratoire par la NPR de 2018 a échoué, puisque le 24 février 2022, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Dans la NPR 2018, vous avez plusieurs choses. D'abord, je l'ai dit, elle se situe en réalité dans une véritable continuité par rapport aux documents de doctrine nucléaire qui la précèdent, en particulier ceux qui ont été publiés par l'administration Obama. Mais une fois qu'on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce qu'en réalité, oui, si on analyse, si on fait une analyse discursive, on regarde, on compare les deux documents, etc., je l'ai fait, d'autres l'ont fait aussi de manière très experte. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait 80% des documents qui correspondent. Ce qui compte, c'est les 20% restants, ou les 10%, ou les 5% même. Parce que ce qui est écrit dans la NPR 2018, du point de vue de la plus grande articulation en planification comme en conduite au niveau des états-majors entre les aspects conventionnels et potentiellement nucléaires dans une crise, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez nouveau, exprimé de cette manière-là, qui, oui, peut être interprété comme le consentement anticipé, si le cas se présentait, à un abaissement de la voûte nucléaire et à une facilitation de l'emploi des armes nucléaires tactiques. Ce serait difficile de dire ça si nous n'avions que ce document et que ce déclaratoire. Le problème, c'est que ce déclaratoire de la NPR 2018, il s'est accompagné d'un certain nombre d'initiatives en matière capacitaire et en matière opérationnelle, avec, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple,
eh bien, l'installation de la tête W-76-2 sur des unités de la marine américaine dans les mois qui ont suivi la NPR. Donc, une tête qui est de 5 kilotonnes de puissance, vous le savez, sur les unités de l'US Navy. Donc, on a bien ici, sinon un retour des théories de la victoire nucléaire, du moins une inversion de la tendance qui était constatée pendant le deuxième âge nucléaire, c'est-à-dire le retrait dans ce qu'on peut appeler une périphérie doctrinale des armes nucléaires tactiques, qui était observable hein, du côté américain comme chez d'autres acteurs de la scène nucléaire internationale. Donc, je suis navré, mais oui, la NPR 2018 marque un tournant dans un déclaratoire qui est un déclaratoire du troisième âge et non plus du deuxième âge nucléaire. C'est un des signes qui nous montre qu'on a changé d'époque, comme dirait de Maistre. On a changé d'époque. Et donc, évidemment, du côté américain, ce sera vu comme ceux qui ont défendu cette NPR ont dit, mais pas du tout, on n'abaisse pas la voûte, on la remonte, puisqu'on précise la manière dont on s'opposera à une piraterie stratégique. Donc, ça évitera, ça dissuadera davantage les agresseurs potentiels. Et on ne se retrouvera pas dans une situation où on est obligé de se poser la question. Vous voyez la nuance rhétorique? Alors que pour les détracteurs de la NPR, pour les gens qui sont inquiets, compte tenu de ce qu'ils estiment être, on va dire, les équilibres d'un dialogue dissuasif, et je vous avoue que je me place dans cette deuxième catégorie, eh bien, cette NPR abaisse bien la voûte, parce que sur le plan capacitaire, sur le plan opérationnel, sur éventuel et sur le plan effectivement, de la planification et de la conduite d'une crise en ambiance nucléaire, elle envoie des signaux qui sont des signaux d'emploi potentiel facilité des armes nucléaires, oui. Et si on se place du point de vue interactionnel, du point de vue de l'interprétation de ces signaux, parce qu'il n'y a que ça qui compte dans le dialogue dissuasif, il n'y a que l'interprétation qui compte, pas ce que vous croyez objectivement avoir envoyé comme signal. Ça vous concerne vous, ça vous intéresse vous. Mais si on prend quand même les apports de la troisième et quatrième vague théorique que je vous ai rappelé tout à l'heure, hein, à la fois les apports de la psychologie politique internationale, ceux de l'analyse décisionnelle, en particulier des théories organisationnelles, celle eh bien, toute la grille de lecture, on va dire constructiviste en sciences sociales appliquée aux études stratégiques et au nucléaire, on ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas se contenter de dire j'écris ceci et ça va dissuader de l'autre côté. Non, la question c'est comment ce signal va-t-il être interprété? Et comment va-t-il être interprété? En général, premièrement. Deuxièmement, dans le cadre d'une crise qui se situe et qui va s'actualiser sous la forme d'une guerre, aux abords immédiats du sanctuaire territorial d'une puissance dotée. C'est ça qui change tout, en fait. C'est la localisation géographique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vous renvoie à la crise de Cuba. Il n'est pas complètement neutre que la crise de Cuba concerne un État qui est à proximité immédiate des côtes américaines. La réaction de Kennedy, la réaction des décideurs américains doit aussi être appréciée en fonction de cette proximité géographique. Cuba est un État souverain qui choisit souverainement une alliance avec l'URSS et l'installation d'ailleurs de systèmes sur son sol. Cuba est souverain, ça, c'est un élément, mais Cuba est à quelques encablures des côtes américaines. Donc Cuba n'est pas souverain sur le plan stratégique, d'une certaine façon. Et les États-Unis vont se charger de le lui rappeler dans cette crise. Donc, évidemment, la localisation géographique, la manière dont est orienté, resculpté, si vous voulez, un déclaratoire nucléaire aussi central dans le paysage nucléaire mondial qu'est la NPR américaine régulière, eh bien, ne peut pas être neutre dans la crise ukrainienne. Et je crois qu'il faut la réintégrer dans l'analyse, dans le cadre interprétatif du dilemme de sécurité. Une dernière chose, le problème avec le dilemme de sécurité, c'est que on peut réfléchir ensemble pour se demander comment en sortir et s'accorder sur, vous savez, le moment où on désorbite finalement, où on sort de cette spirale d'insécurité. On va désorbiter, on va sortir de cette spirale et donc de ces conséquences potentiellement catastrophiques. Le problème, ce n'est pas la sortie de la spirale, c'est s'accorder sur la manière dont nous y sommes entrés. Quand est-ce qu'elle a commencé? Quand est-ce qu'il a commencé, ce dilemme de sécurité?
qui se donne à voir en ce moment dans la crise Ukraine, dans la guerre d'Ukraine. Il a commencé le 24 février 2022. Il a commencé lors du signalement nucléaire d'août 2014 de Vladimir Poutine en Crimée. Il a commencé lors des événements de Maïdan. Il a commencé lors on va dire, du décrochage en termes de perception entre les Russes et les Occidentaux dans le dossier antimissile dans les années 2010. Il a commencé lors de la sortie unilatérale des Américains du traité ABM en 2002. Il a commencé, on pourrait continuer longtemps. Quand est-ce qu'il a commencé ce dilemme de sécurité? Il doit être analysé en termes géopolitiques, en termes géostratégiques, en termes capacitaires, en termes tactico-opératifs, en termes de dégradation des cadres multilatéraux de contrôle et de maîtrise des armements dans les années 2010, 2020. Quand est-ce qu'on est rentré dans ce dilemme de sécurité? Ça, c'est une question pas seulement pour les historiens, mais également pour les politistes, me semble-t-il, et pour tous les analystes des relations internationales. La question n'est pas de désigner un coupable. La question est de comprendre ce qui est à l'œuvre du point de vue perceptuel, aujourd'hui, dans une crise qui potentiellement peut avoir un caractère d'ascension aux extrêmes nucléaires. Il me semble que les conséquences valent le coup de creuser l'analyse, de ne pas en rester à une posture soit juridique, soit morale, soit exprimée en termes purement quantitatifs de force, qui gagne, qui perd sur le terrain en Ukraine aujourd'hui. Ça va au-delà de ça, me semble-t-il. D'où l'intérêt, mais je prêche pour ma paroisse, comme d'habitude, d'investir dans les théories des relations internationales, sous tous leurs aspects, parce que ça nous aide à réfléchir, en fait. Voilà. Pas seulement à relativiser, hein. Il faut trancher à un moment, ne pas céder au chantage d'un agresseur, mais ça nous aide à comprendre ce qui est à l'œuvre. Pardon pour cette réponse un peu longue. Du coup, vous parlez de la remise en avant et du retour des doctrines nucléaires tactiques. Et du coup, avec l'exemple constructiviste, de dissonance cognitive, de perception différenciée dont vous avez parlé, donc on voit ces actions comme défensives et les actions de l'adversaire comme offensives. Du coup, comment on définit une arme et une frappe nucléaire comme étant tactique? Et surtout, comment on la différencie au jeu de son adversaire d'une frappe stratégique? Alors, merci de votre question. Comment différencie-t-on une frappe tactique d'une frappe stratégique sur le plan atomique? C'est justement un problème. La manière dont on catégorise les armes nucléaires tactiques et les armes nucléaires stratégiques est purement artificielle. C'est purement artificiel. Les Américains appellent les armes nucléaires tactiques également des armes non stratégiques. Donc les armes nucléaires stratégiques, les armes nucléaires non stratégiques. On pourrait dire qu'une arme nucléaire tactique ou non stratégique est une arme qui a une portée et une puissance inférieure de beaucoup à des bombes ou des armes nucléaires stratégiques. Le problème, comment entendre le mot réduit ou diminué ou restreint quand on parle d'armes atomiques? Qu'est-ce que c'est une arme atomique, si vous voulez, non stratégique? C'est une charge de quoi? De 0,5 kilotonnes, de 5 kilotonnes, de 10 kilotonnes, de 15 kilotonnes, et là on arrive au niveau de la bombe d'Hiroshima, etc., etc. Vous montez assez loin. Aujourd'hui, certains vont catégoriser dans les armes nucléaires tactiques. Par exemple, vous avez des centres d'expertise américains sur le nucléaire qui considèrent que l'intégralité de l'armement nucléaire français est tactique. Parce qu'effectivement, sa puissance explosif ne va pas dans les extrêmes, si vous voulez, qui peuvent être atteints. Les bombes thermonucléaires, on a des bombes thermonucléaires, mais voilà, on annonce une puissance explosive unitaire etc. Alors, tout dépend de la manière où on met de l'endroit où on met le curseur, si vous voulez. Soit vous réfléchissez en termes quantitatifs. Vous allez dire, c'est une question de plus ou de moins. Donc, il y a des bombes nucléaires qui sont moins puissantes que les autres, ces armes nucléaires tactiques. Donc, comme elles font moins de dégâts, leur usage est davantage pensable. C'est un peu le calcul de la NPR 2018 sous un certain aspect. Ça, c'est la manière de réfléchir aux armes nucléaires tactiques du point de vue de la force. Et si vous réfléchissez, donc quantitatif, si vous réfléchissez de manière qualitative, c'est-à-dire du point de vue de la puissance, vous ne pouvez penser le nucléaire que de manière politique. Et si vous pensez le nucléaire de manière politique, en fait, peu importe la puissance explosive, peu importe la portée, le simple fait de transgresser le tabou nucléaire qui tient depuis Hiroshima et Nagasaki, et qui n'a jamais été transgressé, le simple fait de le transgresser est un événement, une rupture en soi, quelle que soit la puissance explosive de la bombe. Et donc, quelle que soit la puissance explosive de la bombe, quel que soit votre discours
Ah, j'ai fait détonner une arme nucléaire tactique, une ANT. Vous faites détonner cette bombe et vous entendrez le T de tactique. Ceux qui subissent ou qui observent ou qui vous regardent ou qui sont concernés par cette crise n'entendront une seule lettre, le N, dans ANT. Ils n'entendront pas le T. Le T, il sera détruit avec l'explosion. C'est une arme nucléaire. Lorsque les Pakistanais, pour vous donner un exemple concret, disent on répondra à une invasion conventionnelle massive de la part de l'Inde, sachant qu'on n'a pas vraiment de profondeur stratégique, nous, les Pakistanais, par éventuellement des armes nucléaires tactiques, les Indiens répondent il n'y a pas d'armes nucléaires tactiques qui valent. S'il y a utilisation de l'arme nucléaire par les Pakistanais, nous ne verrons qu'une utilisation de l'arme nucléaire, justement. Et on pourrait éventuellement répondre en conséquence. Donc là, vous avez une ascension aux extrêmes. Et comment, d'ailleurs, faites-vous pour imposer l'idée que vous êtes restreint dans l'usage du nucléaire? Celui qui détonnera le premier se placera dans une position qui sera une position extrêmement inconfortable. D'où d'ailleurs les théories de l'école dite non, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais l'école du bluff, disant Poutine bluffe, le jeu n'en vaut pas la chandelle, il n'utilisera pas l'arme atomique. Raisonnement que l'on peut discuter. Mais en réalité, sur le plan politique, je ne crois pas qu'il soit possible et qu'il soit raisonnable de faire une différence entre une arme nucléaire tactique et une arme nucléaire stratégique. Voilà. Après, on pourrait évidemment aller plus loin dans le raisonnement. Tout dépend de la cible que vous avez atteinte. Est-ce que c'est un centre de commandement? Est-ce que c'est une cible politique? Est-ce que c'est une cité? Est-ce que c'est un endroit désert? Est-ce que vous avez détonné dans une zone lacunaire, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Il n'empêche qu'en termes de signaux, est-ce que vraiment vous avez envie de parier sur la clarté des signaux et la manière dont ça sera reçu immédiatement par l'adversaire? Et si ça ne se passe pas comme ça? Et s'il répond au même niveau, que faites-vous? C'est très intéressant. Ça a été modélisé. Ça a été modélisé des centaines de fois. On va pas repartir dans Herman Kahn et l'échelle d'escalade, etc., etc. Mais ça pose un véritable problème. Ça posait déjà un problème lors de la crise de Cuba. Aujourd'hui, ça pose un problème, me semble-t-il, beaucoup plus grave que celui de la crise de Cuba, parce qu'on est dans le cadre d'une guerre chaude, une guerre qui a été déclenchée avec un niveau de haute intensité réel, qui se prolonge, qui est, si vous voulez, la potentialité d'une ascension aux extrêmes non conventionnelle est articulée aujourd'hui, clairement, avec la potentialité d'une ascension aux extrêmes sur le plan conventionnel. L'ascension aux extrêmes au sens de le recouvrement absolu entre les objectifs de départ de Kiev, ce qui se comprend, restaurer son intégrité territoriale, et les résultats qu'il peut obtenir sur le terrain. Il me semble que, en gros, le débat se focalise autour de la Crimée. Les Russes sont-ils prêts à abandonner la Crimée s'ils voient sur le plan conventionnel, ils ne peuvent plus la tenir? Peuvent-ils résister à la tentation d'utiliser une arme nucléaire tactique sous la forme d'une frappe d'avertissement? C'est le deuxième cas que je vous décrivais tout à l'heure, au cas où ils seraient sur le point de perdre la Crimée. Et là, je crois que ça ne serait peut-être pas seulement une affaire de perception, de positionnement du seul Vladimir Poutine. Mais ce n'est évidemment une hypothèse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Merci monsieur pour votre intervention. Pour votre conférence, c'était une question. Est-ce que si les Russes font détonner une arme nucléaire tactique, on changerait d'âge nucléaire, ou on peut penser que l'arme nucléaire tactique qu'ils emploieraient nous ferait rester dans un troisième âge nucléaire? Est-ce que le troisième âge nucléaire peut comprendre l'utilisation d'une arme nucléaire tactique? Merci pour votre question. Je pense que c'est une question de catégorisation. Est-ce que si les Russes faisaient détonner une arme nucléaire tactique, par exemple, on changerait d'âge nucléaire? Non, on resterait dans le troisième âge nucléaire. Le troisième âge nucléaire est déjà marqué, si vous voulez, par me semble-t-il, l'abaissement du seuil, l'abaissement virtuel, évidemment. La dissuasion, c'est un discours. L'abaissement virtuel du seuil d'emploi du nucléaire, ce serait l'actualisation, en fait, des potentialités de cet âge dissuasif qui a commencé, me semble-t-il,
un peu avant le début de la décennie 2020. Je pense que de ce point de vue-là, la Crimée a sans doute été un tournant, mais pas seulement. Pas seulement. Mais la Crimée a été un tournant, me semble-t-il. Donc, on est dans un troisième âge nucléaire où, effectivement, l'utilisation du nucléaire ne serait que l'actualisation en fait, d'un cadre qui a déjà commencé à penser cette actualisation possible depuis longtemps. Mais, tout de même, on reste… Comment exprimer ça? On serait dans ce troisième âge nucléaire, mais on ouvrirait tout de même un univers atomique différent. Le tabou nucléaire aurait été transgressé. Et donc là, ça ouvre des possibles, en termes de réflexion, en termes de conséquences assez vertigineux, effectivement. Donc, je ne vais pas m'engager là-dedans ici. Ça devrait faire, il faut que ça fasse l'objet d'articles, de débats, de colloques, effectivement. Mais c'est une bonne question, effectivement. C'est la question que tout le monde se pose. Mais bon, on ne commence pas par se poser la question en termes de catégorie. On se pose la question en termes de survie, quand même, de manière très concrète, si ça pouvait arriver. De survie ou d'ailleurs de redescente très rapide à une phase plus calme en Ukraine, d'un commun accord, éventuellement. C'est une question difficile, vous l'avez compris, d'où évidemment la passion. Stephen Walt a écrit un article il n'y a pas longtemps dans Foreign Policy où il déplorait la tendance actuelle du débat sur la guerre en Ukraine à se transformer en une sorte de dialogue de sourds entre ce que j'appellerais, alors ce n'est pas Walt qui le dit, c'est moi ici, mais ce que j'appellerais le syndrome de Cuba et le syndrome de Munich. D'un côté, certains placent toute leur analyse sous l'égide surplombante de ce que j'appelle le syndrome de Munich, c'est-à-dire il ne faut pas céder au chantage d'une puissance agressive qui cherche à sanctuariser le résultat de ses agressions, Munich 1938, ce qui est tout à fait compréhensible. De l'autre côté, les tenants du syndrome de Cuba qui disent on est en train de désapprendre les leçons de Cuba, on est arrivé avec beaucoup de difficultés à apprendre ces leçons, on est en train de les désapprendre et de devenir extrêmement léger alors qu'on est engagé aux abords du sanctuaire territorial d'un pays doté, dans le cadre d'un dialogue conflictuel de moins en moins dissuasif et de plus en plus agressif entre des puissances nucléaires, avec une possibilité d'ascension aux extrêmes qu'on avait réussi à éviter à Cuba, et qu'aujourd'hui, qui devient à nouveau réel, malgré toutes les leçons qui avaient été apprises auparavant. Donc, toute la difficulté, je dirais, c'est de positionner le curseur entre le syndrome de Munich et le syndrome de Cuba, entre 1938 et 1962, en essayant de trouver un point moyen qui ne laisse pas l'agresseur gagner et sanctuariser une partie de ses gains, et qui ne laisse pas non plus tout le monde, tous les acteurs de cette crise partir dans une marche somnambulique qui les amènera à sauter dans le gouffre en étant persuadés qu'ils ont bon droit pour eux, des deux côtés. Voilà, entre le syndrome de Munich et le syndrome de Cuba, c'est intéressant. Et dans cet espace-là, il doit être rempli non pas par des vociférations et des dénonciations morales, mais par une réflexion théorique, stratégique, politique, apaisée et, on va dire, collaborative sur le plan intellectuel. Il me semble que c'est la seule manière de répondre d'une façon intelligente aux défis qui nous sont proposés par cette crise. Question? J'ai une dernière question. J'aimerais avoir votre avis du concept de piraterie stratégique. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie inédite ou et quelles sont ses conséquences dans les relations de dissuasion aujourd'hui, par exemple? Alors, bien sûr, le concept de piraterie stratégique n'est pas la seule à l'avoir, on va dire, configuré ou précisé, mais il est relié, en tout cas en France, on le relie aux réflexions qui ont été celles de Thérèse Delpech pendant un certain nombre d'années. Thérèse Delpech pensait souvent d'ailleurs à l'exemple iranien de ce point de vue-là, l'entrée dans une ère de piraterie stratégique où effectivement qui serait caractérisée par la multiplication de tentatives de sanctuarisation agressive de la part
de la part de puissances, au sens de Castex, perturbatrices des relations internationales. En gros, ça revenait grossièrement, mais à établir une grande différence entre des puissances révisionnistes, perturbatrices, opposées à un autre camp qui aurait été qui serait celui des démocraties libérales assiégées justement dans leurs efforts pour maintenir un ordre libéral dans les relations internationales, avec évidemment cette caractéristique nucléaire qui permettrait à ces pirates stratégiques de sanctuariser, s'il le fallait, donc des États-puissances dotés se comportant comme des pirates. Que la piraterie stratégique ne concernait pas forcément dans le raisonnement au début, dans les catégorisations, le comportement des États seulement. Ou alors, ça concernait le comportement des États non dotés, cherchant à se doter de l'arme nucléaire, donc l'Iran, le comportement d'organisations non étatiques terroristes obtenant des armes de destruction massive et s'en servant pour exercer un chantage, justement, en sectorisation agressive mais non atomique, et peu à peu, s'en est venu à caractériser, et c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été anticipé par ceux qui parlaient de piraterie stratégique totalement, le comportement d'États-puissance dotés de l'arme atomique qui font partie des joint custodians, des gardiens de l'ordre atomique depuis au moins 1968, et pour les derniers, Chine et France, lorsqu'elles ont adhéré au TNP en 92, début des années 90, ils faisaient partie des garants de l'ordre atomique international. D'où l'intérêt d'observer ce que fait la Russie aujourd'hui. D'un côté, elle envoie des signalements nucléaires qui montrent qu'elle essaie de sanctuariser agressivement ses conquêtes territoriales. De l'autre côté, Lavrov, Poutine lui-même et d'autres, elle essaie de rappeler qu'elle souhaite être considérée comme un État nucléaire responsable. Encore aujourd'hui, en septembre 2022, novembre 2022. Donc, c'est assez contradictoire. Donc, on voit bien que la grande question, lorsqu'on parle de piraterie stratégique, c'est ce cas où on voit des États-puissances dotés se comporter comme des perturbateurs au risque de ne plus être du tout considérés comme des États nucléaires responsables. Donc, ça veut dire que ça met à mal l'ensemble de l'ordre nucléaire international, dont je rappelle qu'il n'est pas seulement une question de force, mais également de puissance responsable au titre de l'équilibre entre l'article 6 du TNP et le reste du traité, qui est garanti par une puissance comme la Russie, normalement, sur le plan théorique. Est-ce encore le cas? C'est ça la question. Donc, la piraterie stratégique, appliquée au cas des États-puissances, elle pose cette question. Elle nous oblige effectivement à réfléchir sur ce cas-là. Quelles sont les conséquences? Peut-il y avoir un retour en arrière? Tout ça peut-il refroidir rapidement, etc., etc. Ou tout ça va-t-il s'aggraver? Et bon, il me semble que malheureusement, l'un des critères qui moi, me rend assez pessimiste, c'est la prolifération verticale, en particulier dans les relations internationales. La prolifération verticale, les Anglais, les Chinois, demain, peut-être, etc. Ce n'est pas seulement la prolifération horizontale et la question de savoir si l'Iran, demain, va devenir un État nucléaire. C'est également le comportement des puissances dotées, qui fragilise les engagements qui sont pris au titre de l'article 6 dans le TNP. Or, tout l'édifice de l'ordre nucléaire international repose sur, on va dire, cette bonne volonté, cette crédibilité des puissances dotées à aller vers, lentement, mais aller quand même vers le chemin d'un désarmement, on va dire, progressif dans l'ordre nucléaire. Tout le monde s'est engagé à ça. Et même si je suis réaliste, c'est naïf de croire que ça arrivera demain matin. Mais tout de même, là, on est dans une situation où tout ce qui avait été bâti depuis 50 ans, plus d'un demi-siècle, est en train de vaciller ou de se fragiliser de manière importante. Oui, c'est pas être complètement pessimiste ou que de le dire ou désespéré. Il faut juste regarder en face ce qui se passe. C'est assez grave et c'est la raison pour laquelle la crise ukrainienne devrait être traitée d'une manière peut-être par certains plus froide qu'elle ne l'est. Enfin, voilà, c'est mon sentiment personnel. Merci. Est-ce qu'on a des questions ou... C'est bon. Une dernière okay. Peut-être. Je peux ne pas la poser aussi. Au contraire. Merci beaucoup pour votre conférence. Je me demande simplement s'il était possible d'appliquer l'herméneutique de Hans von Guentao
sur l'intérêt national à cette situation en Ukraine. Est-ce qu'il serait raisonnable de croire que la Russie, en obéissant à l'Ukraine, a recherché à renforcer sa puissance nationale? Est-ce que la Russie, donc, au regard des principes politiques, du réalisme politique par exemple, que propose Morgenthau dans Politics Among Nations en 1948, nous permettent de dire que éventuellement la Russie a cherché à renforcer sa puissance en envahissant l'Ukraine. Morgenthau est l'un des auteurs les plus revisités, les plus relus, les plus remis en perspective ces 15 dernières années dans tout le nexus, on va dire, théorique, intellectuel, réaliste. Et à bon droit, parce qu'en réalité, il est extrêmement profond et bien entendu, contrairement à ce que disent, écrivent la plupart des manuels de relations internationales français, en particulier sur le réalisme, Morgenthau n'est pas du tout un auteur réaliste, cynique, froid, tenant d'une réelle politique caricaturale qui ne fonctionnerait que, comme dirait Brian Arendt, sur le principe de la somme nulle. C'est tout le contraire, bien évidemment. Enfin, pour ceux qui ont fait l'effort un peu et ont l'honnêteté intellectuelle de lire Morgenthau, et pas seulement Politics Among Nations, mais également ce livre, je le répète encore, comme je le dis à tous mes étudiants, mais qui est beaucoup plus fondamental pour comprendre le réalisme classique de Morgenthau, qui est Scientific Man versus Power Politics, qui précède en fait Politics Among Nations. Et dans ce livre, il y a deux aspects qui peuvent être intéressants pour comprendre la crise ukrainienne. Il y a l'aspect effectivement de la survie, de la défense de l'intérêt national, qui s'exprime en termes de puissance, selon Morgenthau, vous connaissez cette formule. C'est l'aspect réaliste le plus classique, disons, celui qui dérive de l'absence de gouvernement mondial et donc de Léviathan de niveau supérieur et surplombant dans les relations internationales, et qui fait que, sans aller jusqu'aux extrêmes déterministes de Waltz, qui fait que les États ne peuvent compter que sur eux-mêmes, disons-le de manière caricaturale, dans l'ordre international. Mais il y a une deuxième dimension chez Morgenthau, et d'ailleurs dans tout le réalisme, on va dire, ontologiquement fidèle à son socle interactionnel. C'est ça la vérité du réalisme. Cette deuxième dimension, c'est celle de la mesure, de la phronésis aristotélicienne. Et Morgenthau est un des théoriciens qui l'exprime le plus clairement, et en particulier dans ses principes de politique réaliste. On y trouve des notations comme celle-ci, et ici de tête, vérifiez, mais il ne faut jamais engager une manœuvre stratégique qui vous place dans une situation dont vous ne pouvez retraiter sans dommage. De tête, mais c'est à peu près cette phrase-là. Donc, on n'est pas du tout dans une logique, on va dire, réaliste structurelle offensive comme celle de Mersheimer, bien au contraire. Morgenthau est en fait un maître de prudence, beaucoup plus que qu'un on va dire, un tenant d'une politique de puissance qui serait en fait une simple politique de force. Lorsqu'il dit que ce qui explique les relations internationales, c'est le concept d'intérêt exprimé en termes de puissance, j'insiste encore une fois, et surtout pour Morgenthau, puissance doit être entendue au sens qualitatif, c'est-à-dire à la fois d'intelligence stratégique, qui peut inclure une offensive, effectivement, si la situation le commande, mais qui, le plus souvent, inclut une dimension d'auto-restriction, de limitation. Donc, une philosophie des limites intégrée au raisonnement stratégique dans les relations internationales. C'est ça la vérité du réalisme de Morgenthau, qui est un réalisme interactionnel. Il est à un degré encore plus important chez des théoriciens qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas suivi Morgenthau complètement, qui l'ont précédé d'ailleurs souvent, comme Spikeman, le jeune George Kennan et d'autres. Mais peu importe. Oui, on peut considérer que certains peuvent considérer que la Russie a augmenté son potentiel. Ils diront en fait,
en envahissant l'Ukraine, a donné à voir ce qu'est justement une power politics. Profiter du moment, du différentiel de force, et ici avec un calcul, une erreur de calcul, pour augmenter ses gains en fonctionnant selon la somme nulle. Mais en réalité, pas du tout ce qu'aurait... enfin, je veux dire, c'est quelque chose que toute la pensée de Morgenthau dément. Donc, si votre question est de savoir si on peut utiliser Morgenthau pour penser que, effectivement, dans le cadre russe, dans le cadre ukrainien, les Russes ont appliqué une politique de puissance, ma réponse est non. Parce qu'en disant ça, on se tromperait sur la signification du terme de puissance. Dans le cas russe, on va à l'encontre des principes de politique réaliste de Morgenthau qui sont basés sur la proportion et la mesure, justement. C'est la raison pour laquelle, et j'arrête là, vous trouvez Morgenthau au premier rang des opposants à la guerre du Vietnam dans les années 60 et 70. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez la liste de ceux qui ont signé la tribune collective, et il fallait être courageux pour le faire à ce moment-là, en 2003, aux États-Unis, pour s'opposer à l'invasion américaine en Irak, il fallait être courageux à ce moment-là. Parce qu'il y avait une vraie montée aux extrêmes, hystérique, voire xénophobe vis-à-vis d'un certain nombre d'alliés des États-Unis, comme les Français au premier rang, et d'autres. Vous trouverez les réalistes. Hart, Waltz, Snyder, Betts, etc. Et c'est eux qui ont, pas seulement eux, mais une grande majorité, on trouve des réalistes. Politique de puissance dans le sens d'une autolimitation et d'un sens des proportions, finalement. Donc, est-ce que la politique russe en Ukraine est le parangon ou l'illustration d'une politique de puissance entendue au sens réaliste? Non. Ou alors, on n'a pas la même définition de ce qu'est le réalisme. Non, mais... Bon, je pense que la séance touche sa fin. On va être réaliste. Je vous remercie pour cette première séance de séminaire. Je remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette première séance. Oui, donc je vous donne rendez-vous le 14 décembre pour la deuxième séance du séminaire sur les enjeux de prolifération nucléaire dans le Golfe Persique avec Marino Offan, docteur en histoire à Harvard. Et donc voilà, donc c'est le 14 décembre. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient en ligne également. À bientôt.